Bon, bah Audrey, on va te donner la parole pour la première présentation, du coup, sur la physiopathologie de l'insuffisance respiratoire aiguë. Merci beaucoup et un grand merci au comité d'organisation de m'avoir invité. Je suis très contente d'être là dans cette ville magnifique de Bordeaux. Et donc mon topo, c'est la physiopathologie, donc quelque chose pas simple sur le patient en insuffisance respiratoire aiguë hypoxémiante. En fait, après avoir bien révisé le sujet, merci, c'est pas si compliqué que ça et souvent on complique pour pas grand-chose. Donc si on part de la définition de l'insuffisance respiratoire aiguë, c'est lorsqu'il y a une incapacité du système respiratoire à maintenir une hématose correcte, donc PaO2 inférieur à 60, généralement les seuils qui sont adoptés en air ambiant, ou PaCO2 supérieur à 45. Quand on parle d'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique, c'est lorsque la PaO2 est inférieure à 60, 80 pour certains auteurs. Du point de vue sémantique, il faut bien distinguer la détresse respiratoire aiguë de l'insuffisance respiratoire aiguë, puisque la détresse respiratoire aiguë, c'est le pendant clinique. C'est vraiment le tableau clinique respiratoire aigu qui est inquiétant et qui fait craindre la mise en jeu du pronostic vital. Alors que quand on parle d'insuffisance respiratoire aiguë, c'est l'altération davantage des échanges gazeux. Ce qu'il faut garder à l'esprit, on le voit beaucoup en pratique clinique, cette courbe qu'on avait appris au début, c'était la courbe de dissociation de l'hémoglobine. Donc vous voyez en ordonnée la saturation en oxygène et en abscisse la PaO2. Et ce qu'on voit, c'est que pour des valeurs de PaO2 entre 80 et 200, finalement on a de très faibles variations de la saturation artérielle en oxygène. Par contre, dès que la saturation devient inférieure à 90%. Et donc, dès que la PaO2 devient inférieure à 60, d'où ce seuil de 60, des variations très minimes de la PaO2 vont entraîner une diminution drastique de saturation. Et donc, tout va aller beaucoup plus vite au niveau clinique. Un exemple, lorsqu'on intube un patient, on entend le bruit de la saturation, assez rassurant. Et puis après, au fur et à mesure que le bruit diminue, que la saturation chute, ça va de plus en plus vite et rapidement, surtout en réanimation. On peut se retrouver à un arrêt cardiaque hypoxique, justement suite à cette hypoxémie majeure qui survient très très vite. C'est pour ça que classiquement on dit que dès que la saturation commence à baisser, surtout en dessous de 95 et a fortiori en dessous de 90%, ben, il faut s'agiter, il faut reventiler le patient si on peut. Et s'il est conscient et pas encore intubé, ben c'est là qu'il faut vraiment mettre l'oxygène à fond et pas se poser de questions. Il est hypercapnique, il est BPCO, etc. On essaie de lui sauver la vie et donc on l'oxygène à fond. Alors il y a des éléments qui sont indispensables et si ces éléments ne sont pas tous présents, qu'on va pouvoir avoir une insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique. Ces éléments indispensables pour une hématose satisfaisante sont tout d'abord une FiO2 suffisante, il faut qu'il y ait assez d'oxygène dans l'air qu'on respire. Il faut que la commande soit intacte, à la fois au niveau cérébral, la commande ventilatoire, mais aussi toute la transmission nerveuse qui va permettre de respirer. Il faut que tous les muscles respiratoires fonctionnent bien, donc on peut appeler ça le soufflet thoracique, qui fonctionne bien et donc permettent une bonne ventilation alvéolaire. Il faut que toutes les voies aériennes soient perméables, à la fois supérieures et inférieures. Et il faut aussi, c'est le plus évident intuitivement, que les échanges gazeux soient satisfaisants. Donc vous le voyez sur le schéma là, manifesté par le poumon, l'échangeur gazeux. Et on voit qu'il y a un dernier élément très très important qu'il faut toujours considérer, c'est tout ce qui est le transport en oxygène. Donc à la fois le débit cardiaque et l'hémoglobine qui va permettre d'amener le sang dans l'oxygène au tissu. Et justement, quand on parle de ça, l'hypoxémie n'est pas pareille que l'hypoxie. Et dans les causes d'hypoxie, c'est-à-dire, comme vous voyez les marbrures là, c'est-à-dire la souffrance tissulaire, on a certes l'hypoxémie sévère, mais il y a beaucoup d'autres causes qu'on va devoir considérer dans son ensemble, comme les états de choc, les problèmes de transport sanguin, par exemple en cas d'anémie, ou les problèmes d'extraction cellulaire, ce qu'on va voir chez un patient qui a un sepsis ou un choc septique. Donc, si on s'intéresse aux poumons, à l'échangeur gazeux, comment la fonction d'échange elle-même peut être atteinte? Il y a deux grands mécanismes. Soit il y a un problème de la diffusion, c'est-à-dire que l'oxygène ne diffuse pas bien de l'alvéole vers le sang.
Souvent, c'est un problème de membrane alvéolo-capillaire. On le verra dans le 4e topo lorsqu'on parlera du SDRA. Ben, c'est ça, une destruction de la membrane alvéolo-capillaire. Soit il y a un problème dans les rapports ventilation-perfusion. Alors ça me paraissait très compliqué, mais en fait, ça n'est pas du tout. L'effet shunt, c'est juste que c'est trop perfusé par rapport à la ventilation. Donc soit parce que c'est mal ventilé, et dans ce cas, on a tous les problèmes pulmonaires purs, soit parce que c'est trop perfusé. On verra des situations où c'est trop perfusé. Mais en tout cas, il y a un problème dans ce rapport-là. Et l'effet espace mort, c'est simplement le contraire. C'est pas assez perfusé par rapport à la ventilation fournie. Alors justement, la grande question, c'est pourquoi un effet shunt dans l'embolie pulmonaire? Puisqu'intuitivement, on se dit que c'est un effet espace mort, on a un problème de perfusion, la perfusion est coupée et ça continue à être ventilé, donc c'est un effet espace mort. Or, on a tous appris que l'embolie pulmonaire donnait un effet shunt, donc pourquoi? Il y a plusieurs explications qui sont avancées dans les livres de physiopathologie. D'abord, c'est que certes, on a un espace mort au niveau de l'embolie pulmonaire, mais du coup, tout le sang va être redistribué vers les autres zones pulmonaires. Et vous connaissez les zones de West, il y a des endroits où on n'est pas fait pour être beaucoup perfusé. Si ces zones-là sont vraiment trop perfusées, justement, on va arriver à un effet shunt, zone trop perfusée, même si la ventilation reste entre guillemets normale. Et il y a aussi un problème, c'est que ça va libérer des médiateurs, cette embolie pulmonaire, et donc on va avoir de façon réactionnelle une vasoconstriction artérielle sur tout le parenchyme pulmonaire et aussi une bronchoconstriction. Tout ça, en fonction des zones de West, modifie le rapport ventilation-perfusion et va entraîner un effet shunt. C'est pour ça que dans l'embolie pulmonaire, on parle classiquement d'hypoxémie et d'hypocapnie, donc à cause de cet effet shunt. Alors, est-ce que cette somme PaO2 plus PCO2 qu'on a appris au début des études de médecine, c'est intéressant? Ben oui, c'est quand même intéressant. Donc, lorsqu'on regarde les anomalies du rapport ventilation-perfusion, soit on a une somme PaO2 plus PCO2 qui est supérieure à 120, c'est-à-dire une hypoxémie plus une hypercapnie. Et là, on est plutôt dans le cadre d'une hypoventilation alvéolaire, donc soit un problème de commande, on en a déjà parlé, soit un problème de pompe, par exemple une dysfonction diaphragmatique, soit une augmentation de l'espace mort. Et par contre, si on est plus dans le cadre d'un shunt, là on va avoir la fameuse hypoxémie-hypocapnie, donc une PaO2 plus PaCO2 inférieure à 120. Et là, c'est souvent des problèmes alvéolaires ou des communications cardiaques directes. Et là, s'explique aussi quelque chose dont on a entendu parler, c'est est-ce que l'hypoxémie est corrigée par l'administration d'oxygène? Finalement, c'est simple. Si on a un vrai shunt intracardiaque, le sang ne passe pas du tout par les poumons, on peut mettre autant d'oxygène qu'on veut, ça ne sera pas corrigé. Si on a juste un effet shunt, ça sera corrigé puisque l'oxygène va passer un peu, mais moins bien qu'habituellement. Pensez aux draps, à la membrane détruite. Et donc, dans ce cas, effectivement, on aura une réponse partielle à l'oxygène. Si par contre c'est une hypoventilation alvéolaire pure, on n'a pas vraiment de problème au niveau de l'alvéole ou de la ventilation, mais dans ce cas, l'oxygène va diffuser très très bien et donc on aura une correction totale de l'hypoxémie avec parfois des très faibles niveaux d'oxygène. Et on n'oublie pas, on en a déjà parlé, les états de choc. Tout ça, ça va entraîner un effet basse PVO2 par une extraction souvent majeure de l'oxygène, ça dépend des états de choc, et donc aussi une hypoxémie et une hypocapnie. Donc toujours considérer pas que le poumon, mais le cœur de façon associée. Alors, est-ce qu'on peut avoir, même dans les insuffisances respiratoires aiguës hypoxémiques pures, une hypercapnie associée? Donc on n'est pas dans le cadre des anomalies primaires de la ventilation, on est dans le cadre d'un shunt. Est-ce qu'on peut quand même avoir une hypercapnie? Ben oui, ça survient à la fin lorsque le corps est épuisé. Donc on a un épuisement et une hypoventilation alvéolaire. Alors pourquoi on arrive à être épuisé au bout d'un moment? Parce qu'il y a des adaptations physiologiques à la diminution de la PaO2 et notamment l'augmentation de la ventilation minute et donc l'augmentation du travail respiratoire. Donc, si ça dure 24 heures, une semaine, on l'a vu pendant la pandémie Covid chez les patients jeunes, ils tenaient parfois une semaine, tout allait bien et d'un coup, désaturation majeure, intubation en urgence et là, arrêt cardiaque hypoxémique parce que plus du tout de réserve. Donc, c'était des patients qui arrivaient complètement épuisés. On a aussi une augmentation du débit cardiaque avec les risques associés
d'infarctus du myocarde par exemple. Et on a aussi un mécanisme qui est assez connu, c'est la vasoconstriction pulmonaire hypoxique. Donc là aussi, c'est pas compliqué. C'est que si on a une alvéole qui est fonctionnelle, bien ventilée, eh bien, on va essayer de la perfuser davantage physiologiquement. Par contre, si jamais on a l'alvéole qui est très très mal ventilée ou avec un problème au niveau alvéolo-capillaire, ben là, elle va être moins perfusée et donc on va améliorer notre rapport ventilation-perfusion et donc améliorer les échanges gazeux. Il y a certains médicaments qui sont censés l'inhiber, comme les inhibiteurs calciques. Et l'adaptation ultime, là c'est le danger absolu, hein, c'est la pause respiratoire et la bradycardie ou l'hypotension. Donc, si on a un patient hypoxémique qui devient bradycarde, il faut vraiment s'inquiéter. Alors pour conclure sur l'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémiante, on est plutôt dans la détresse respiratoire aiguë hypoxémique, c'est-à-dire de type 1. On a au niveau biologique une PaO2 inférieure à 60 et une SpO2 inférieure à 90% en air ambiant. Et on a, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est en fait très simple, une augmentation de la différence alvéolo-artérielle en oxygène. Donc j'avais pas bien compris, on en a parlé hier soir avec Thomas, il me l'a expliqué hyper simplement. Il m'a dit, ben oui, bien sûr, ça passe pas bien de l'alvéole vers le sang, mais on a beaucoup trop d'oxygène dans l'alvéole par rapport à l'oxygène qu'il y a dans le sang. Donc il n'y a pas besoin de formule compliquée. Si vous voulez calculer la formule, il y a des calculateurs en ligne qui permettent de le faire. Donc dans ce cas, effectivement, on a cette différence alvéolo-artérielle qui est augmentée, ce qui n'est pas le cas au début dans les autres causes de détresse respiratoire aiguë. Les mécanismes, on les a vus, inadéquation, ventilation, perfusion ou trouble de la diffusion. Et les causes sont toutes les causes classiques, surtout respiratoires, atélectasie, embolie pulmonaire, pneumothorax, épanchement pleural, SDRA, OAP, pneumopathie, etc. Après, il y a la détresse respiratoire aiguë hypercapnique, donc là, on n'est plus dans l'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémiante pure. C'est une hypoventilation alvéolaire, le mécanisme initial. Ça peut se compliquer donc d'une hypoxémie ensuite si vraiment l'hypoventilation alvéolaire est majeure. Mais au début, c'est une hypercapnie isolée, donc c'est le coma, les pathologies neuromusculaires ou l'exacerbation de BPCO. Mais il y en a d'autres, des détresses respiratoires aiguës, où là, il n'y a pas d'hypoxémie, mais on a des lactates augmentés, une acidose métabolique souvent associée. Et c'est un problème soit de transport en oxygène, soit de respiration cellulaire, soit des deux. Et on est dans le cadre de l'anémie, d'une intoxication au CO ou au cyanure, d'un état de choc ou d'un choc septique. Et enfin, la détresse respiratoire aiguë où il n'y a rien. Pas d'hypoxémie, pas d'hypoxie tissulaire. Souvent, le mécanisme, c'est l'obstruction haute. Donc, tant que ça passe un peu, ça va. Si on s'épuise, ben là, bien sûr, ça devient catastrophique avec hypoxémie et hypercapnie. Et le syndrome d'hyperventilation qui est assez rare et en tout cas, on y est très très peu confronté. Voilà, ben je vous remercie et encore merci pour l'invitation.